Bien, merci à vous de nous prendre en marche à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire, tribune qui permet de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont des hommes de médias, des consultants et aussi des analystes avec eux. Donc nous revenons pour faire l'actualité et décrypter dans les moindres détails. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets également au plan purement national. Premièrement, nous parlerons de cette affaire de plainte, dite de plainte retirée par Zéphirin Diabré, plainte qui était donc déposée contre Simon Compaoré. On a suivi donc cet épisode-là. On va revenir donc en détail sur cette question. Et puis, second sujet, il sera question également à la politique de l'entrée de la NAFA, Nouvelle Alliance du Faso, donc qui signe en tout cas son entrée à la majorité présidentielle. Nous revenons également sur ce sujet. Puis troisième et dernier sujet, il s'agit du rapport 2018-2019 de l'ASCE, LC, qui a donc été présenté au chef de l'État. Nous revenons en détail sur certains éléments, certains aspects de ce rapport-là qui parle de corruption. Et puis avec mes invités, nous allons donc débattre de tout cet ensemble de sujets. Je suis avec à ma droite Atiana Serge Houlon. Il est donc journaliste et directeur de publication du bimensuel L'événement, qui est un bimensuel d'investigation. Merci d'être sur ce plateau, Serge Houlon. Et puis à ma gauche, Évariste Faustin Konsebo. Évariste Faustin Konsebo est donc président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également chroniqueur média et premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la gauche d'Évariste Konsebo, Issoufou Ouedraogo, il est journaliste à lefaso.net. Merci d'être là. Et puis... Pardon? Info, autant pour moi pour la correction. Et puis, dernier invité, Lengani Isaka. Lengani Isaka est donc journaliste, il est directeur de publication de l'Opinion qui paraît désormais en ligne. Avec eux, donc, nous faisons ce plateau. Merci à vous de nous suivre. Cette émission, également, sa deuxième partie, vous permettra d'intervenir. Dès maintenant, vous pouvez donc appeler pour vous inscrire et puis vous serez donc simplement rappelé pour donner votre point de vue également sur ces sujets-là. On commencera, mais par une note quand même triste, sécuritaire. Et il s'agit donc on l'a suivi. C'est un cas parmi tant d'autres qui ont lieu ces derniers moments, mais c'est un cas assez énigmatique dans la mesure où il s'agit de l'enlèvement d'un prêtre, donc qui est un religieux, et puis de son assassinat. Ça se passe dans la région des Cascades. Alors, Atiana Houlon, est-ce que c'est une autre forme toi qui as écrit sur le terrorisme, est-ce que c'est une autre forme ou qu'est-ce que cela voudrait signifier qu'il n'y ait pas soit des attaques, mais par exemple des enlèvements? On en a cité au moins 2 ou 3 dans cette localité ces derniers temps. Oui, vous l'avez dit, c'est une situation dramatique qui se pose, mais ce n'est pas une première que des leaders religieux au Burkina fassent l'objet d'enlèvements puis d'assassinats, parce que si on se déplace de façon géographique, on va un peu du côté du Sahel et puis le nord, je crois, ce sont des situations qui sont vécues. Maintenant, ici, la particularité, c'est le fait que c'est pratiquement une première dans cette partie du pays où on estimait qu'il y avait une sorte d'accalmie. Je pense que généralement, les enlèvements suivis d'assassinats, si on est sur la piste du terrorisme, c'est beaucoup plus souvent des questions peut-être de créer la psychose parce qu'il y a l'envie de pouvoir prendre pied sur des terrains bien précis. Autrement, bon, c'est une situation à déplorer et puis à suivre. Maintenant, je constate que la gestion est particulière parce que c'est une première. Le procureur du Faso, auprès du tribunal de grande instance de Banfora, a décidé, ou du moins dans le cadre de la procédure judiciaire, il y a une autopsie qui a été demandée et qui doit être faite. Donc c'est une première par rapport à tout ce que nous vivons déjà depuis quelques temps au Burkina, dans certaines parties du pays, comme je l'ai indiqué. Maintenant, il faut ouvrir l'œil et ça rappelle aussi que sans présager d'une piste, parce que quand c'est comme ça, généralement en enquête, on dit qu'aucune piste n'est privilégiée, aucune piste n'est à écarter. Mais ça rappelle aussi que la situation sécuritaire, en fait, aucune zone n'est épargnée, qu'à tout moment, tout peut se passer. Et ce sont des situations encore les plus difficiles, les questions d'enlèvement et d'assassinat, parce qu'à tout moment, ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle partie du pays. Et c'est pour cela que le visage de l'insécurité devient encore plus inquiétant. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas qu'une affaire du Sahel ou de l'Est ou du Nord ou du Centre-Nord, mais que l'ensemble du pays, quand même, on doit redoubler de vigilance et puis ouvrir l'œil et le bon. Issoufou? Oui, c'est regrettable quand même d'avoir assisté, vu ces images, parce que je pense que c'est comme l'a dit M. Houlon,
c'est une autre forme d'occuper le terrain, peut-être pour éviter que les gens ne donnent plus de faire de collaboration. Je me dis que c'est à nous d'être encore plus forts parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à l'enlèvement d'un leader religieux. On a vu au Sahel ce qui s'est passé. Donc je me dis que c'est à nous d'être encore plus vigilants et ne pas laisser l'ennemi, à travers cette nouvelle méthode-là, d'occuper le terrain et couper les liens entre nous et puis les forces de défense et de sécurité. Certes que c'est regrettable, mais on doit quand même toujours rester fort pour continuer à collaborer avec les FDS pour que de telles pratiques encore ne puissent pas se répéter sur nos territoires. Parce que si ça quittait vers le Sahel pour aller dans d'autres localités, je me dis que peut-être c'est parce que l'ennemi a remarqué à un certain moment que peut-être il y a cette méthode-là qui peut peut-être s'émettre un peu le doute dans la tête des Burkinabés. Et on ne doit pas céder à cette nouvelle pratique, à mon avis. D'accord. Alors, Évariste Monsebo, on a aussi vu qu'il a été tout simplement assassiné à coups de couteau. Pas à coups d'armes, mais à coups de couteau. Bon, là-dessus, c'est vrai que nous avons tous été vraiment surpris d'abord, parce que c'était une région quand même où il y avait quand même une accalmie, il faut le dire, parce que bon, c'est qu'il y a d'autres régions où on est coutumier en fait. Mais là, on a vu vraiment le déroulé, les communiqués officiels. Bon, c'est vrai que c'est plus tard qu'on a lâché un peu le mot assassinat ou enlèvement. Bon, les gens étaient prudents là-dessus. Bon, maintenant, ce qui est sûr, d'abord, c'est le symbole. On est encore sur le symbole parce que, bon, c'est quand même un homme de Dieu. Et en plus, on a l'impression que c'est un homme appartenant à une communauté aussi. Ça, ça complexifie en plus. Mais là où moi, j'étais un peu très, très étonné et un peu fâché, là, c'est quand, dans la communication, c'est une autorité sécuritaire, je ne sais plus si c'est la police ou c'est, je pense, qui disait que non, qu'ils sont au courant de la présence, en fait, de ce genre des individus vraiment armés ou des terroristes dans la zone. J'ai dit, mais tiens, bon, si vous êtes au courant, apparemment la zone là, c'est une zone quand même infestée, c'est une zone où on sait qu'elle est dangereuse. Bon, moi je ne sais pas, mais apparemment ils sont au courant, mais qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas attendre que ça devienne, que ces gens-là occupent le terrain, avant qu'on se mette maintenant à déployer des stratégies et autres. Je dis que mais il y a quand même lieu d'agir. Bon, peut-être qu'il y a des actions qui se font. Comme c'est quand même la grande muette, les gens ne disent pas tout haut ce qu'ils font, mais apparemment les autorités sécuritaires savent qu'il y a des personnes indésirables dans cette zone. Ça au moins c'est une donne. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être une conséquence de l'opération conjointe entre l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé dans cette zone-là? Il y a eu, il y a quelques années, ou une année ou un peu plus. Je dis que bon, là, comme ça s'est passé il y a quand même un an, je ne crois pas que ça ait une conséquence directe. Même s'il est vrai que généralement les touristes utilisent les actions comme des moyens de communication. Effectivement, quand il y a des manœuvres, généralement, quelques instants après, ils viennent pour montrer que malgré votre présence, malgré ce que vous faites, nous sommes là et nous agissons comme nous voulons. Mais je dis que bon, je joins ma voix à celle des autres pour déplorer vraiment la situation et dire qu'effectivement, c'est un tournant quand même très dangereux et qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux à cause de la région, parce qu'on était habitué, comme l'a dit Oulon, au nord, au centre-est, à l'est, etc. Et là, c'est un foyer, pas nouveau, mais en tout cas qui se réveille comme si vraiment ils avaient décidé d'agir de manière particulière dans cette zone-là. Bon, je dis qu'il faut peut-être communiquer davantage au plan des actions, parce que ça aussi, il faut sécuriser les populations. Les populations ont besoin de savoir qu'effectivement les forces de l'ordre sont présentes, les forces de l'ordre sont sur le terrain, et aussi voir, par rapport à l'organisation aussi ce qui concerne l'Ouest, on sait que par exemple au centre-est, il y a il y a les VDP qui sont sur place, qui aident sur le plan de la connaissance du terrain, de l'information, etc. Bon, je ne sais pas comment c'est organisé à ce niveau. Bon, c'est qu'il faut mettre l'accent aussi sur ces aspects-là pour permettre effectivement de sécuriser davantage. Et aussi, il ne faut pas que
ne faut pas qu'on cède à la provocation. C'est un religieux qui a été assassiné par des gens qui prétendent être des djihadistes, des musulmans. Ça n'a absolument rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et il ne faut pas donc que les populations sur le terrain cèdent à cette provocation. Oui, Atiana, pour terminer sur le sujet, 20 km, à une vingtaine de kilomètres de Banfora, les faits se sont passés. Il n'y a pas longtemps, ou en tout cas par le passé, il y a eu des attaques dans certains lieux, dans certaines structures militaires ou policières. Par exemple, la police de Yendéré a été attaquée déjà. Je pense aussi d'autres structures. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte d'invasion qui est en train de suivre? Bon, invasion, c'est trop dit, mais le mot infesté est une triste réalité, comme l'a dit Fonster, parce que effectivement, c'est une zone. Généralement, quand vous voyez un peu ces parties où il y a des forêts, où il y a des roches, où les gens peuvent se cacher, évidemment, ce sont des nids. Et rappelez-vous que la première attaque, si on doit ouvrir le champ, la première attaque d'envergure terroriste au Burkina, c'était dans la zone, c'est le Kénédougou. C'est un peu dans la même zone géographique et ça répond au même climat en fait, quoi. Donc il ne faut pas perdre cela de vue. Et après, il y a eu des attaques de postes de police, il y a même eu des enlèvements et après on a retrouvé les personnes. Rappelez-vous de ces agents du ministère en charge de l'économie numérique qui ont été enlevés puis retrouvés. Et globalement, ce qu'on peut relever, c'est que, comme moi je l'ai dit, en fait, c'est tout le pays. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. Les gens se déplacent, ils bougent, ils cherchent des coins où ils peuvent se retrouver facilement, où ils peuvent s'abriter, se cacher. Et c'est pour cela, du reste, il y a eu ces opérations militaires conjointes-là. Il y a eu des actions positives. Je sais qu'en 2019, dans la zone de la Comoué, justement, il y a eu des opérations. On a démantelé en fait une base terroriste, on a retrouvé de l'arsenal. On ne communique pas peut-être sur ça, mais je sais que j'ai travaillé sur la question. Et plus globalement aussi, le travail des DOSO n'est pas négligeable, c'est quelque chose de très important pour évoquer la question des VDP. Donc c'est une zone aussi qui est quand même assez, en termes de maillage par rapport au DOSO, il y a un travail qui est fait. Donc il y a des choses qui sont faites. Je sais qu'il y a des interpellations dans la zone, il y a des gens qui sont enlevés et qui sont arrêtés sur la base de certains renseignements. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Maintenant, comme je l'ai dit, pour le prêtre, on n'est que dans des hypothèses, c'est l'enquête qui peut démontrer. Mais généralement, je sais que les groupes terroristes, ils s'en prennent aux gens quand c'est des individus, ils s'en prennent aux gens juste pour créer une situation de psychose, pour pouvoir s'asseoir. Ou bien c'est une question de règlement de compte, parce que généralement, ils disent qu'ils sont contre l'État. Et ceux qui sont contre eux, qui ne se taisent pas. Est-ce que le prêtre, dans la zone, essayait de sensibiliser les populations à collaborer s'il y a des comportements suspects? C'est l'enquête qui peut déterminer, peut-être, qui peut éclaircir un peu tout ce qu'il y a cette zone-là. Mais pour résumer, c'est pour dire que la situation sécuritaire est assez inquiétante. Et je dis, c'est l'autre visage quand même assez difficile à pouvoir lutter contre, parce que enlever des gens ou dans une piste rurale ou dans une commune rurale, souvent ça ne nécessite pas grand-chose, c'est peut-être 2-3 personnes. Les gens se déplacent, c'est toujours difficile à pouvoir démanteler ou démasquer immédiatement. Donc il faut ouvrir l'œil et se dire que tout le pays est quand même dans une phase un peu difficile et les questions d'enlèvement suivies d'assassinat, ça peut arriver à tout moment et n'importe où. La question aussi pourrait arriver, est-ce que, Évariste Concevo, passer à l'enlèvement, est-ce que c'est peut-être une phase où l'option militaire n'est pas tellement peut-être possible, étant donné que peut-être il y a des actions militaires dans la zone sécuritaire, et donc on ne procède pas à cette façon, qui peut aussi permettre d'atteindre l'objectif qui est de terroriser, de traumatiser tout le monde? Bon, vous savez, les terroristes, comme on l'a dit, ils sont très intelligents. Ils s'adaptent, ils ont des stratégies. Ils ne se déplacent pas au hasard, ils n'agissent pas au hasard. Quand ils posent des actions, c'est réfléchi, médité, hein, et prémédité même. Donc, certes que c'est des petits groupes sûrement, hein, c'est des petits groupes un peu disséminés, où bien sûr on sait très bien qu'on ne peut pas avoir la présence des FDS partout. Et ce mode opératoire-là, en fait, est très adapté par rapport peut-être à la réalité du terrain. Mais là où je dis qu'il appartient à nos FDS de faire une analyse de l'environnement et en fonction de cette analyse maintenant, de définir des stratégies et des actions pour pouvoir limiter ou réduire. En fait, parce que si on les laisse s'installer, c'est très difficile. L'expérience démontre qu'une fois que les terroristes s'installent quelque part, pour les déloger, c'est compliqué. Vous allez déployer beaucoup plus de moyens que si on s'y prend. Et là, en fait, moi, je ne comprends pas très bien, parce qu'à l'Ouest, tout le monde était quand même un peu confiant par rapport à la posture des DOSO, qui, eux, quand même,
avaient un maillage quand même très, très développé, très poussé et très implanté dans la zone. Et, parce que le renseignement, en fait, quoi qu'on dise, hein, c'est ça. Moi, je suis vraiment surpris qu'on me dise qu'à 20 km de Banfora, dans une forêt, bon, je ne sais pas. On a enlevé dans pour une forêt. Alors, dernière question, est-ce que aussi, on peut se poser la question, un prêtre, n'est-ce pas, donc, qui officie, religieux, un leader local donc, et qui, par exemple, se déplace seul, conduisant, jusque-là on n'a pas entendu dire qu'il était en compagnie. Est-ce que ça aussi, c'est pas vraiment prendre des risques? Est-ce que le réflexe antiterroriste ici, il est vraiment développé par nos populations? Oui, bien sûr. Je dis que tout le monde au Burkina est conscient que quand même le phénomène existe. Mais cela n'empêche pas aux gens aussi de continuer à vaguer à leurs occupations. Ce n'est pas parce que le phénomène de terrorisme est présent dans un pays qu'on doit chaque fois se faire accompagner, chaque fois se faire barricader par la sécurité. Parce que ça aussi, c'est donner l'image à l'ennemi qu'on est peut-être faible à quelque part. Donc si le regretté prêtre a pris son véhicule peut-être pour une activité qu'il a été enlevé. Bon, c'est regrettable, mais je pense que c'est comme l'a dit les uns et les autres, il ne faut pas qu'on va céder à cette provocation. Parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait au Sahel, ils ont enlevé des leaders, il y a eu des gens qui ont été massacrés dans les églises. Puisque derrière ça, qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? Peut-être que c'est à contribuer à s'aimer cette trouble-là. Est-ce que chacun n'est pas aussi lui-même une partie de la sécurité de l'ensemble? Est-ce que chacun ne doit pas avoir un réflexe qui l'amène par exemple à penser que je suis par exemple une cible étant donné que je suis un religieux ou je suis d'accord. Pour faire un déplacement, quand même, je prends des précautions. Je suis d'accord, mais à chaque fois, on ne peut pas quand même respecter cette mesure. Parce que souvent, il y a des activités qu'on ne peut pas se faire accompagner. Ça dépend. Ouais. Non, mais rapidement, je crois que c'est juste pour relever. A priori, officiellement, la Comoé n'est pas dans une zone difficile. Parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, il y a des localités, on a 14 provinces qui sont en situation d'urgence, où on a décrété le couvre-feu. Et dans la région, en fait, il n'y a que le Kénédougou. Donc, vous ne pouvez pas dire a priori n'importe où on doit pouvoir ouvrir le. Mais quoique, bon, il faut avoir la vigilance. Mais je pense que tel qu'on pose le problème, c'est comme si, bon, on veut dire c'est le prêtre peut-être qui a mal fait. Non, pas parce que. Sinon, on a constaté. Oui, mais c'est pour dire. C'est un constat qu'on fait. fait. Si on prend la carte du Burkina, officiellement, là où on reconnaît que c'est difficile, c'est 14 provinces où on a des situations d'urgence. Et je crois que dans la zone, c'est le Kénédougou simplement. Sinon, le reste se concentre essentiellement au Sahel, au nord, à l'est, au centre-est. Donc, ce n'est même pas toutes les régions. Et même encore, quand vous prenez à l'intérieur d'une région, les niveaux d'insécurité ne sont pas les mêmes au regard déjà même des décrets sur le couvre-feu. Vous prenez la région du Sahel, à Dori, ce n'est pas la même. Je crois que le couvre-feu commence à minuit, comparativement au Soum, où ce n'est pas la même chose. Mais c'est pour revenir à... Vous avez posé une question de fond. Moi, je trouve que c'est vraiment la question de fond dans le débat M. Conservo, par rapport à la question de l'armée, les questions militaires, le fait que c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est toute la problématique, en fait, depuis le début qu'on est dans cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire, c'est un problème d'intégrité territoriale ou bien c'est un problème de sécurité intérieure? Parce qu'on n'a jamais répondu à cette question, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit tout sur les militaires. Or, l'armée n'est pas censée travailler à l'intérieur d'un État. C'est plutôt au niveau des frontières. Donc, si cette question n'est pas résolue, si on ne pose pas la question pour trouver la réponse, est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina vit une question de sécurité intérieure marquée par le grand banditisme, les questions de coupure de route, ou bien on estime que c'est une question d'intégrité, c'est des gens qui veulent une partie du territoire pour s'occuper? Si on répond à la question, on peut savoir le rôle de l'armée, le rôle de la police et les autres forces de sécurité. Même quand on mais depuis, si ce n'est pas une question d'intégrité territoriale, on ne l'affirme pas. Moi, je pose la question. Il reste que si comment on appelle ça, des groupes viennent de l'extérieur et qui viennent attaquer, ça pose un problème d'intégrité. Oui, mais il faut sortir aussi de ce schéma. Je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter de croire que ça vient forcément de l'extérieur. C'est des Burkinabés. Et je pense qu'aujourd'hui, à la prison de haute sécurité, 90 à 95%, c'est des Burkinabés. Voilà, il ne faut pas aussi penser que ça vient forcément de l'extérieur. Non, mais je pense que ça pose la question de fond. C'est comme aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la contribution de la douane par rapport à la lutte contre l'insécurité? La police et ainsi de suite. Parce qu'on est tous braqués sur l'armée. Moi, ce sont ces aspects, je veux juste qu'on relève. Très rapidement. Je crois que le niveau... Sur la question du réflexe antiterroriste. Bon, d'abord, il faut dire que, comme c'était une zone froide, donc on peut comprendre que le prêtre soit déplacé, comme le fait d'habitude, c'est-à-dire sans protection. Mais à partir de cet incident, de ce drame-là, c'est sûr que dorénavant, dans la zone, les gens vont faire plus attention. Mais il faut...
c'est vraiment à déplorer. C'est comme ça. Les attaques terroristes ne sont pas prévisibles, sont prévisibles globalement, mais quand ça survient, ça veut dire que les gens ont surpris les gens. Et les terroristes ont surpris les gens, les victimes. Donc on peut comprendre ça comme ça et se dire que dorénavant, dans la zone, les gens feront beaucoup plus attention. Mais sur la question globale de la stratégie, je crois que le Burkina a atteint un niveau aujourd'hui où c'est toutes les forces qui doivent se mobiliser. D'où le concept les civils, c'est ça. Lengani, Évariste, une minute. Parce que la source même du problème, c'est le caractère poreux des frontières. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Même si c'est des Burkinabés qui agissent sur le territoire, il y a des actions de repli. Ils se replient. Quand ils sont pris en étau, ils se replient. Ça veut dire donc qu'ils traversent les frontières. Donc ça pose le problème de maillage des frontières. Ça, c'est très important. D'accord. Dans tous les cas, aujourd'hui, on parle plus du concept FDS que de militaires ou de policiers ou gendarmes. Maintenant, c'est de savoir si sur le terrain, ce concept marche. Merci. On continue notre débat sur ce plateau. Dans tous les cas, on pourrait y revenir si des appelants souhaitent qu'on en reparle. Et on parle donc de plainte cette fois-ci. Monsieur Zéphirin Diabré, alors chef de file de l'opposition, avait déposé une plainte contre M. Simon Compaoré, alors ministre de la Sécurité, parce qu'il s'était déporté au domicile d'un militant démissionnaire de l'UPC pour lui porter main forte lui-même avec une kalachnikov et un gilet pare-balles. Et donc une plainte avait été déposée pour, on sait bien, détention d'armes de guerre. Je crois que c'est ça l'infraction. Et puis aujourd'hui, dans le cadre de la réconciliation nationale, M. Zéphirin Diabré, par ailleurs, ministre des États en charge de la réconciliation nationale, a trouvé juste de faire ce geste qui est de retirer la plainte. Alors, ça a quand même suscité des débats ici et là. Quel est votre avis, Lengani? Moi, j'ai un double avis. Le premier, c'est que je comprends tout à fait l'acte du ministre d'État qui consiste à c'est un geste de mon point de vue pour donner en quelque sorte l'exemple. Qu'il est possible dans ce pays, même quand on a des problèmes avec son voisin, n'est pas recouru forcément à la justice pour trouver une solution. Et puis, le deuxième aspect que je vois, c'est que c'est une plainte qui date quand même de depuis 2 ans pratiquement. 2017. Depuis 2017. Donc 3 ans. Si notre justice a besoin de 3 ans pour régler un tel problème, moi je crois que le geste de Diabré est un pied de nez à la justice. Pour lui dire, ne nous prenez pas pour des cons, quoi. Et que enough is enough, pour parler comme Simon lui-même. Enough is enough. Trop, c'est trop. Et de mon point de vue, la justice doit comprendre cela comme étant une interpellation vis-à-vis d'elle-même. Son incapacité à assurer le minimum, qui est quand même un monsieur qui pointe sur quelqu'un, et lui-même, un ministre d'État qui lui-même, on l'a vu dans des vidéos, où il expliquait aux populations que si on prend un civil avec une calache, mais le procureur l'envoie au Youf et qui fait exactement ce que lui-même il dit de ne pas faire. Et la justice, depuis 3 ans, n'arrive pas à trancher. Je pense que ce n'est pas juste. Et donc je comprends tout à fait le geste du ministre d'État qui interpelle la justice, qui n'est pas obligé de suivre, en fait. Mais est-ce que, comme M. Diabré le faisait, avant de devenir ministre, il ne l'a pas fait, non? Avant de devenir ministre de la Réconciliation, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Oui, est-ce que c'est forcément pour interpeller la justice? Est-ce que c'est plutôt dans le sens de dire, étant ministre de la Réconciliation, je veux faire un geste pour dire que nous sommes dans la réconciliation? Absolument, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit dans un premier temps, je mesure cela, je prends cela comme étant un acte pour montrer qu'il est possible en République de pouvoir résoudre ces questions sans forcément passer par la case justice. Et qu'il fait un geste de bonne volonté pour montrer sa bonne volonté vis-à-vis de son alter ego. Mais maintenant, en même temps aussi, la justice doit comprendre cela comme étant une défaillance de sa part. Alors, Issoufou, il y a aussi une lecture qui tend à dire que M. Zéphirin étant aujourd'hui à la majorité, donc Simon Compaoré, président du parti majoritaire, ce serait quand même paradoxal ou antagonique qu'ils puissent donc ensemble animer la majorité et conduire disons, la politique du président du façon qui est élu s'il y a des antécédents judiciaires. Ok, par rapport à cette affaire, je pense que Zéphirin assume pleinement sa nouvelle posture
en tant que ministre d'État, ministre chargé de la réconciliation. Comment voulez-vous que Zéphirin Diabré soit à couteau tiré avec un des patrons du MPP dont il a raison, le gouvernement, où il a la lourde tâche d'assurer une grande mission, c'est-à-dire apaiser les guerres. Partant de là, je pense que la démarche de Zéphirin Diabré mérite plutôt des hurrahs, des vivas que ce lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Cependant, il faut reconnaître que l'acte aussi que M. Compaoré a posé quand il était ministre de la Sécurité, tous les fondements de l'état de droit et de la République. Ça, c'est quand même une réalité. Et partant de là, je peux dire que, comme l'a dit le grand frère, le tonton Lengani, c'est une manière aussi d'interpeller la justice, qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Il ne suffit pas de porter plainte à quelqu'un parce que la personne n'a pas respecté certaines règles et revenir parce qu'on a changé de posture, retirer la plainte. Il faut reconnaître que on n'a pas besoin d'appartenir à un pays développé pour comprendre qu'il y a des comportements qui, quand même, qu'une autorité doit éviter dans un état de droit. Oui, d'accord, mais Voilà. M. Simon Compaoré a eu... bon, jusque-là, la justice n'a rien dit, donc on ne sait pas au fond. Certains disent qu'en tant que premier flic du pays, il peut porter une calache. Mais est-ce que le fait d'être Parce que le ministre... patron des policiers, est-ce que le fait ça d'être fait de lui d'État... un civil extraordinaire. Est-ce que le fait d'être un ministre d'État te donne le droit de... Ministre de la Sécurité, bien ministre sûr. de la Sécurité te donne le droit d'aller avec une calache chez un civil parce que la personne a des problèmes. À mon avis, non. Dans cette histoire, quand on parle de pardon d'abord, c'est qui on pardonne? Pour se faire pardonner, il faut d'abord reconnaître qu'il a eu une faute et décider de ne plus en faire. Or, au Burkina, ce n'est pas le cas. La plupart de certains hommes politiques au Burkina souvent se prélassent dans les erreurs et n'ont pas le courage de dire qu'ils sont en erreur et demander des excuses. D'accord. Et on le voit, et quand on examine un peu le cycle politique burkinabé, on Et donc, s'interroge. ça veut dire que Simon Compaoré devait faire quoi? Non, il devrait d'abord sa reconnaître que faute. s'il a fait une faute. Voilà. Et s'il n'a pas reconnu qu'il y a une faute, c'est quoi le pardon maintenant? D'accord. À mon avis, c'est compliqué. Oulon, Non, est-ce que la justice peut donc continuer? C'est ce qui semble être la logique, c'est-à-dire que la justice peut continuer d'instruire le dossier, même si le requérant a retiré sa plainte, la justice peut continuer, c'est ce qu'on dit. Non, bon, je crois sur le principe, c'est son droit le plus absolu. Personne ne l'a contraint à déposer la plainte. Il a estimé que ce n'est plus la peine, il a retiré la plainte. Effectivement, la question demeure. Je crois que dans le milieu des juristes, on dit que c'est tout un débat parce que dans certaines affaires, le retrait de la plainte, effectivement, peut arrêter la procédure judiciaire. Mais dans d'autres, dans ce cas-ci, j'en doute, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. On verra bien ce que le sort qui sera réservé en fait à cette procédure-là. Je vais juste relever par rapport aux éléments sur la justice. Je pense que ce n'est pas aussi exact quand même de simplifier, de pointer du doigt la justice sur ce coup-ci-là. Parce qu'il faut relever que la plainte a été déposée contre un monsieur qui était ministre. Or, au Burkina Faso, en l'état, la constitution ou du moins nos textes ne permettent pas de juger un ministre ou le président du Faso en fait, devant les tribunaux de droit commun. Donc ça, c'est la loi qui dit ça. Et c'est pour cela, je crois qu'il y a eu, les diligences ont été faites, je crois qu'il y a même eu l'audition de Zéphirin Diabré. Le dossier a été compilé, on a envoyé ça au procureur général de la Cour de cassation, qui est en même temps le procureur général près de la Haute Cour de justice, qui transmet en fait à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui est chargée de la mise en accusation qui permet d'ouvrir la voie à un procès. Donc si ce volet, même si le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, a la plus grande volonté du monde, il n'y peut rien parce que le dossier n'est pas de son ressort, parce que c'est la Haute Cour de justice qui est chargée de gérer cette affaire. Donc je pense que c'est un peu un raccourci quand même de faire mais M. Simon 3 ans et de dire... n'est plus ministre, Ça 2 ans après. Oui, mais les faits se sont posés quand il était ministre. mais ça n'enlève à rien, donc même s'il n'est plus ministre. C'est comme aujourd'hui les dossiers contre La Blaise. juridiction qui est en charge n'a donc pas... C'est la même justice. C'est la quoi Haute qu'on Cour dise. c'est la Haute Cour de justice et ça ne change en rien. C'est comme Blaise Compaoré aujourd'hui. Il a des dossiers à la Haute Cour de justice. Le fait de ne plus être président du Faso depuis
octobre 2014, ça n'enlève en rien que les actes ont été posés quand il était président. Oui, d'accord, tout ça c'est vrai. C'est la haute cour de justice. C'est vrai qu'il faut la juridiction qui a cette qualité. Mais maintenant, est-ce que la juridiction fait diligence? C'est là la question. Non, je pense qu'au niveau de il y a eu des travaux de confrères qui sont intéressés sur la question. Je pense qu'au niveau de la haute cour de justice, déjà, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on doit procéder à la mise en accusation. Il faut, je crois, le nombre de 3 quarts de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau de la haute cour de justice, on a évoqué la question du procès du putsch manqué qui a mobilisé presque les mêmes acteurs avec les avocats, tout l'appareil. Donc on se disait qu'après, on est dans une nouvelle phase de la 7e législature. Je pense que s'il y a problème, c'est-à-dire que c'est au niveau des politiques qu'il faut voir. Pourquoi l'Assemblée nationale, si elle a reçu le dossier, pourquoi on n'a pas procédé à cette mise en accusation? Et il appartiendra maintenant à la haute cour de justice de juger. Sinon, autrement, vraiment, je pense que sur la justice, sur ce coup-ci, c'est pas très exact quand même de le dire, quoi. Mais donc M. Jeffrey Diabré n'avait pas intérêt donc à le faire, puisque dans tous les cas, ça ne pouvait pas... Pourquoi il n'avait pas intérêt? Peut-être que les députés pouvaient jouer leur rôle. Si le dossier a été fait, que ça a été envoyé, peut-être qu'il faut poser la question au président de l'Assemblée nationale, pourquoi ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Oui, mais je me dis maintenant qu'il retire la plainte, il n'y a pas d'intérêt à retirer si ça doit prendre tout le temps nécessaire. On verra bien si le retrait va entraîner la fin de la procédure ou la procédure va suivre son cours. Parce que là, je pense que... Donc, il n'y a pas un intérêt politique quelque part dans ça, quand on regarde... Non, je pense qu'on discutait des faits. La question de... Moi, je l'ai dit à l'entente, je dis c'est son droit le plus absolu. Moi, j'ai mon opinion sur ça, mais c'est son droit le plus absolu. C'est lui qui a décidé de retirer sa plainte. Personne ne l'a obligé. Maintenant, au nom de la réconciliation, il dit qu'il faut donner l'exemple. OK, si ça peut permettre de résoudre, d'apaiser les acteurs, c'est tant mieux. Mais ce que je vais relever aussi, c'est que il ne faut pas aussi voir forcément une procédure judiciaire comme, je ne sais pas, une bagarre. C'est un lieu où on règle à l'amiable aussi. Ça permet de régler de façon pacifique. On dit souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. L'Engani voulait ajouter quelque chose pour qu'on passe la parole à Ivaris. Je voulais ajouter que, c'est pas simpliste de dire que ici la justice, quand même, doit se regarder dans la glace et reconnaître que 3 ans pour instruire, même si c'est la haute cour de justice, 3 ans pour juger un cas de flagrant délit comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer longtemps. Et ensuite, moi, j'aurais compris, j'attendais après l'acte de M. Jeffrey Diabré, que Simon Compaoré prenne la parole. Il a pris la parole lors de la dernière conférence de presse du MPP. Il a annoncé lui-même. Oui, pour annoncer quoi? Il a dit qu'ils se sont réconciliés. Mais qu'ils vont se retrouver bientôt. Mais c'est pas, non. La faute, là, ce n'est pas vis-à-vis de Jeffrey Diabré. C'est vis-à-vis de la nation. C'est vis-à-vis de l'armée burkinabé. Et donc, qu'est-ce que M. Simon Compaoré devait faire alors? C'est s'excuser. D'accord. S'excuser, dire au peuple burkinabé, ne faites pas comme j'ai fait, j'ai déconné, c'est pas bien. Ne faites plus comme ça. Ne prenez pas ça un exemple. Merci. Moi, je dissocie en fait le volet judiciaire et le volet politique. Parce que le volet judiciaire, c'est bien, j'ai entendu les uns et les autres, mais la mise en rôle de l'action publique peut être faite par le procureur du FASO, pouvait être faite par le procureur du FASO. Vous avez la société civile, vous avez des citoyens lambda. Je vous rappelle que nous sommes quand même 20 millions de citoyens à peu près. Bon, là, il n'y a que M. Zéphirin qui a eu le courage, à l'époque, en son temps, de saisir la justice. Effectivement, comme il a expliqué, ce n'était pas aussi évident parce que, pour moi, le volet politique-là, si les procédures, les actes avaient abouti, on allait arriver à un procès à la Haute Cour de justice où vous savez très bien que quand on regarde la composition des juges, les juges professionnels ne sont que 3. La majorité, donc c'est un procès politique. Et un procès politique avec M. Simon Compaoré, qui est président, donc, vous voyez très bien, je ne préjuge pas du verdict. Mais donc, ce dossier-là était éminemment politique. L'autre aspect politique, c'est effectivement la nouvelle fonction de M. Zéphirin Diabré, qui est chargé, donc, de se mettre dans une nouvelle peau, dans un nouveau costume de médiateur, de conciliateur. Mais c'est vrai, là, c'est des tracteurs, je les vois venir. Les gens disent, oui, il va recycler donc le pardon sans la justice. Bon, c'est ça, en fait, le fond du débat. On dit non, il fallait laisser la justice faire. Mais comme je l'ai dit, l'action publique le procureur peut toujours poursuivre, même les citoyens. Je ne sais pas si ce n'est pas prescrit, mais bon, il n'y avait pas que M. Zéphirin. Lui, c'est politique sa posture. Et même si on avait laissé ce dossier aller jusqu'au jugement,
moi je ne suis pas sûr que les politiques allaient se condamner. Peut-être que pour aller dans l'esprit des citoyens, il faut peut-être... Nous, on a dit ici qu'il fallait travailler pour supprimer ces tribunaux d'exception-là. Et laisser justement les tribunaux ordinaires agir et pouvoir juger tous les citoyens, quelle que soit votre qualité. Or, mais les citoyens estiment que ce qu'on a entendu un peu partout, les débats, c'est de dire que voilà, les hommes politiques qui font des arrangements sur le dos. Mais vous savez, notre pays aussi, il faut qu'on quitte dans ça, excusez-moi. Parce que on ne gère pas un pays avec uniquement... On dit que quelqu'un qui est incapable de changer d'avis est incapable de construire. La gestion d'un pays est très complexe. Parfois, vous êtes dans des situations... On a vu au cas au Rwanda, s'ils étaient bloqués, ils font comment pour avancer? Non, je ne sais pas. C'est pas qu'il faut faire la promotion de l'impunité. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Parce que quand même, la justice est pédagogique, ça construit. Mais... Je dis que c'est par rapport à nos réalités. Tout le monde a cité, connaissez-vous un pays où on aurait vu tout un premier responsable se balader? Le comportement même c'est par rapport à nos réalités. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas occulter ça aussi. Il faut travailler à l'améliorer. Il faut travailler à le changer. D'accord, merci. Il n'y a pas... Non, je crois que c'était juste, comme il a évoqué, je crois qu'avec l'adoption de la nouvelle constitution, la haute cour de justice sera supprimée et le ministre ou le président sera un citoyen comme tout le monde. Et s'il y a quelque chose, on ne va plus attendre de constituer un dossier pour envoyer à l'Assemblée pour mettre en accusation quelqu'un. Ça sera jugé selon les procédures, tout simplement, quoi. D'accord. Alors, mais sur la portée, je pense que maintenant, par rapport à... Oui, sur la portée symbolique, je pense que c'est Zéphirine lui-même qui a fait des déclarations fracassantes. Parce que rappelez-vous, quand il est sorti, il a dit aux journalistes de l'aider pour que les gens comprennent que la réconciliation, ce n'est pas un arrangement entre acteurs politiques. Et il a demandé aux journalistes et que non, au-delà de ça, il y a la société burkinabé. Maintenant, bon, c'est vrai, c'est bien de donner l'exemple, mais bon, quand tu commences aussi peut-être d'une certaine façon, qui peut être à polémique, je pense qu'il faut aussi est-ce que la polémique, c'est pas, comme Évariste le disait, est-ce que la polémique, c'est pas peut-être des personnes qui le font juste pour des contempteurs, mais est-ce que dans la procédure, dans la justice normale, on ne peut pas faire des retraits de plaintes? Nous, au niveau des médias, nous, on le voit tous les jours. Pour les cas de diffamation, les personnes reviennent sur les plaintes et puis ça éteint l'action. Ça, c'est pour les diffamations. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Il n'y a pas eu mort d'homme, là, jusqu'à plus du contraire. Le pauvre Simon Griffe n'a pas trucidé quelqu'un à sa parade. Heureusement qu'il n'a fait que parader. S'il avait tenu l'âme d'une certaine manière, qu'un coup partait par hasard, ça pouvait être quelqu'un. Que si c'était croisé. Voilà, yada, il allait régler le compte des gens. Mais moi, je dis qu'il reste à Simon à faire un geste. Il faut qu'il s'excuse quand même pour cet acte-là, qui est quand même condamnable. Mais Simon il n'a rien fait. D'accord. Alors, mais la question, c'est ça. Parce qu'il faut aller à la justice pour nous dire, est-ce qu'un ministre de la Sécurité peut porter une kalachnikov comme les policiers? Est-ce que ce n'est pas un citoyen dans des fonctions exceptionnelles? Un civil dans des fonctions exceptionnelles? Voilà, parce qu'on voit souvent aussi les ministres civils de la Défense porter des treillis complets. Ça aussi, est-ce qu'un civil, n'importe lequel, peut porter un treillis de l'armée? Non. C'est des situations particulières. C'est des situations particulières. Je pense que même les journalistes, en fonction, on donne des tenues militaires à des journalistes pour des théâtres. Non, ça n'a pas de rapport. Non, je pense que le ministre reste le ministre. Ce n'est pas parce qu'il est ministre de la Sécurité que forcément, toute la dotation, il a droit au magasin d'armes de la police ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Sinon autrement, c'est comme si, on va dire, le président du Faso, c'est le premier de Burkinabé, donc il a accès au trésor public, il fait comme... Non, pas du tout. Il faut qu'on soit raisonnable. Je pense que c'est l'aspect intéressant de la plainte aussi. Au-delà de croire que c'est une bagarre entre Zéphirine Diabré et Simon Compaoré, c'est de savoir est-ce qu'un ministre de la République, fut-il ministre de la Sécurité, doit se balader avec une arme de guerre. Je pense que c'est la question qui reste posée. Et c'était tout l'intérêt pour renforcer l'état de droit aussi. Je pense que malheureusement, ou du moins heureusement, peut-être que la procédure va suivre. On saura si Simon a bien fait ou a mal fait de se promener ou d'aller. Mais est-ce que déjà, pour terminer sur cette question, est-ce que déjà le fait que M. Zéphirine Diabré ait déposé une plainte contre le ministre de la Sécurité portant une arme, est-ce que l'aspect pédagogique n'était pas déjà gagné à ce niveau? Oui, même si la justice aujourd'hui ne disait plus rien, est-ce que déjà le fait même de déposer une plainte contre le ministre parce qu'il portait une arme, ça suffit pas pour montrer que dans l'état de droit, un ministre peut... Oui, dans cette démarche, je pensais à ce moment que Zéphirine était en train de montrer que dans un pays où il y a des règles, il faut les respecter. Et c'était un exemple à donner aux citoyens burkinabés que dans un état de droit, il y a des règles qu'il ne faut pas enfreindre. Malgré que tu sois un ministre,
Voilà. Et moi, rien ne m'étonne de cet acte parce qu'au Burkina, nos hommes politiques n'ont plus rien de nouveau à nous proposer. D'accord, Donc, d'accord. Merci. C'est la même suite. D'accord, merci. Alors, pour ne pas dire que... Il faut dire que c'est même que ça a dissuadé M. Simon Compaoré, sinon on l'aurait vu faire autrement plus grave. Merci. On continue par le politique, vraiment politique avec la NAFA, Nouvelle Alliance du Faso, le parti qui se réclame donc de Djibril Bassolé, pour ne pas dire le parti de Djibril Bassolé, donc dirigé par M. Diko, professeur Mamoud Diko, a rejoint la majorité. Donc, commentaire ou non, est-ce que toute l'opposition va se vider au profit de la majorité? Non, parce pour moi... Diko, le parti, la NAFA a soutenu M. Zéphirin Diabré. Est-ce que c'est l'effet Zéphirin Diabré, donc de l'UPC qui est là, la majorité, qui entraîne aussi ses alliés lors de la campagne, ou est-ce que c'est une dynamique de parti vers la majorité? Non, moi je crois que c'est une suite logique, quoi, parce que depuis la NAFA, moi ça ne m'étonne pas, la NAFA était tombée dans une sorte de silence depuis, il y a eu le soutien à Zéphirin Diabré, effectivement. Pour qui connaît un peu les conditions de création de ce parti, une communication qui n'était plus offensive comme on l'a connu à sa création. Le fait que le parti soutienne Zéphirin Diabré, c'est l'argument tout trouvé après la réconciliation. Son leader, ou du moins son président désigné, qui a été évacué depuis, est resté silencieux. Moi, je pense que tout cela, ça crée les conditions pour qu'on se retrouve à ce ralliement. Après la réconciliation, c'est devenu une coquille où on met tout là-dedans. C'est un bon élément pour dire que tout le monde va à la majorité. Je pense qu'en termes de poids électoral, malheureusement, le parti aussi est diminué. Parce que de 3 députés, je crois qu'ils sont maintenant à 0 députés, si je ne me trompe pas. Sinon, de 2, en tout cas, ils avaient des élus. Maintenant, ils n'ont aucun élu. Donc, en termes de poids électoral, ce n'est pas grand-chose. Quoique, bon, c'est une contribution, s'ils estiment que c'est d'aller à la majorité qui les arrange au nom de la réconciliation nationale. Bon, c'est tant mieux. Mais je pense qu'on n'est pas qu'à notre dernier coup. Peut-être qu'on aura d'autres ralliements. Et même le grand parti qu'on voit comme chef de file de l'opposition pourra peut-être se rallier après la réconciliation. Ah bon? Oui, c'est possible. Tout est possible. Ça, c'est Lengani? Oui, bon, je suis du même avis que Oulon pour dire que dans le paysage politique actuel au Burkina Faso, rien ne doit surprendre un analyste. Parce que il y a des retournements incroyables qui se font. Mais en ce qui concerne la NAFA, bon, moi je suis tout à fait dans la même lignée pour dire que c'est une progression tout à fait normale et rectiligne même parce que bon, j'ai l'impression que tout ce qui était autour du foyer incandescent de l'insurrection entre griffes se retrouve aujourd'hui ensemble à vouloir travailler ensemble. Ce qui est une très bonne chose de mon point de vue sur le plan politique, parce que ça clarifie le jeu politique. L'autre conséquence que je vois, c'est la fin entre griffes de la CODER, bon, qui perd un de ses membres. Bon, donc, est-ce qu'il faut se plaindre de la NAFA qui a utilisé le terrain, parce que comme l'a dit même son grand patron de griffe, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Et aujourd'hui, ce terrain-là indique à la NAFA qu'elle n'a rien à gagner à l'opposition, elle est plus à gagner avec Zéphirin Diabré, dont elle a soutenu la candidature, et avec le pouvoir aujourd'hui, pour essayer de survivre, pour essayer de se faire de nouvelles forces éventuellement, pour essayer d'exister même sur le plan politique, dans le langage, dans les faits, dans les gestes, etc., pour pouvoir exister. Parce que l'opposition aujourd'hui, c'est pour porter quel langage, c'est pour porter quel message, c'est pour faire quel travail, c'est pour quel objectif. Je pense que la NAFA, en faisant le point, s'est rendu compte que... Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que c'est la NAFA de Djibril Bassolé ou c'est la NAFA tout court de ces militants qui ont décidé de faire une autre option? Ou est-ce que ça voudrait dire que c'est avec la bénédiction de M. Bassolé? Mais je suis convaincu, à moins que ce soit par cataclysme, que forcément Djibril Bassolé a eu à dire quelque chose, a eu à accepter. Sinon, même s'il est très loin aujourd'hui, on ne peut pas me dire que c'est le professeur Diko qui manage tout. Forcément, il a un lien avec Djibril Bassolé. Et même l'absence du général aujourd'hui, les conditions dans lesquelles ça se passe, il faut accepter que le pouvoir a mis la pédale douce. Sinon, les conditions dans lesquelles il est parti, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire quelque part, il y a un arrangement du pouvoir, plus ou moins, pour accepter que, bon, il soit toujours dehors.
Et ça mérite quand même que sur le plan politique, je ne dis pas une récompense, mais en tout cas un geste qui montre la disposition de son parti à accompagner effectivement cette magnanimité qui est, mon point de vue, un geste humanitaire qu'il faut saluer. Évariste, non, je dis que c'est un choix cohérent. Parce que c'est le NAFA a toujours prôné la réconciliation, la cohésion, hein, c'est pas nouveau. Donc maintenant, ils ont procédé. D'abord, ils ont félicité le président du FASO pour sa clairvoyance d'avoir donc créé une institution dédiée donc à cette tâche, qui était d'ailleurs une promesse de campagne. Ensuite, c'est vrai que le dossier aussi du parrain, du leader en fait de la NAFA, qui a été quand même 81 ici, heureuse pour tout le monde ici. Et donc, mais les partis politiques, c'est ça. Et les partis politiques agissent en fonction de leurs intérêts, et en fonction aussi du terrain. Parce que d'aucuns, on peut être... moi, je ne vois rien de nouveau dans tout ça, même si on remonte depuis la création de notre pays. Si vous passez toutes les républiques, il y a toujours eu des alliances, hein, il y a eu toujours des ententes, des trucs. Les derniers, en 1996, là, Lengani même un peu, je parle sous son contrôle, quand le CDP donc, a englouti la CNPP, le PMP qui a englouti le PMP, le CDP. Donc bon, les alliances se font au gré. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne facilite pas, ça ne permet pas l'ancrage d'une vraie démocratie. Et c'est ça que nous avons innové avec les fameuses lois contre le nomadisme. Mais là encore, les nomades ont trouvé des astuces. On peut rester dans le parti, mais bon, ne pas suivre les consignes. Puisque pour que vous perdiez votre mandat, il faut que vous démissionniez de vous-même. Donc, ouais, ça correspond donc à nos réalités. Alors, et en plus, c'est vrai, en plus de là, c'est la NAFA pour le moment, mais il y a eu des personnalités. On a observé aussi des démissions de personnalités qui étaient censées appartenir maintenant au CEFOP. Donc, vous voyez, donc ça veut dire peut-être que ça va évoluer. Alors, si on regarde très bien, la NAFA, l'argument, c'est peut-être la réconciliation que la NAFA a prônée en étant à la CODER. Et également, il y a d'autres partis qui sont à la CODER aussi, qui sont de l'opposition. Est-ce que finalement, tout le monde ira à la majorité? Même si tout le monde... moi, je ne serais pas étonné que tout le monde se retrouve à la majorité et que le CDP se retrouve à l'opposition. C'est possible. Et si cela arrive... Parce qu'en fait, moi, maintenant, vous savez, nous avons quand même des petites années d'expérience qu'on a vues dans le militantisme. Mais moi, je pense qu'il faut... Je ne suis pas forcément... À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire que le modèle importé de fonctionnement de la démocratie que nous avons voulu implanter ici est forcément le meilleur. Chaque pays doit inventer son modèle. Si on peut avoir la stabilité et développer le pays dans l'intérêt de tous les Burkinabés, pourquoi pas? Parce que pas forcément des oppositions il y a des oppositions stériles. Et puis en Afrique, sur notre continent, nous avons vu ce que des opposants sont arrivés, ce qu'ils ont fait aussi. Hein. Donc, j'avoue que je n'ai plus, sur ces questions-là, je n'ai pas forcément toujours le même regard. Oui, bon, moi je trouve que le fait que la NAFA rejoint la majorité, c'est une suite logique de ce qu'on a observé avec l'IPC. On se rappelle qu'ils ont soutenu la candidature de Zéphirin à l'élection présidentielle et dans certaines provinces, ils ont eu même à faire une liste commune pour la législative. Donc c'est normal. Et la NAFA peut-être en train de vouloir peut-être rattraper un peu son retard parce qu'il devrait plutôt y aller parce que depuis le communiqué du 13 janvier 2001, on avait déjà vu que la NAFA était peut-être prédisposée à accompagner la majorité du fait que celui-même qu'ils avaient soutenu a raison la majorité présidentielle. En plus de ça, même en remontant un peu plus loin, quand on lit un peu les vœux de nouvel an du général qu'on a eu à poster, quand tu vois dans ce communiqué-là, il y avait un louange qui faisait à l'endroit du président qui l'avait permis quand même de partir citoyen. Donc, c'est comme disait M. Lengani, peut-être qu'il y a un arrangement qui ne dit pas son nom. Et il se murmure aussi que ce n'est pas la NAFA seule. Il y a beaucoup de partis qui sont dans les starting blocks pour rejoindre la majorité. Qui vont repartir aussi avec le même argument. Voilà, qui vont rejoindre la majorité. Est-ce que, par exemple, présidentielle, donc ce n'est pas nouveau. Est-ce que finalement, à l'opposition, si tout le monde doit être bénéficiaire de la réconciliation, est-ce que, par exemple, finalement, sur le paradigme de la réconciliation, on ne finirait pas de se retrouver tous
dans une majorité totalement totalitaire, j'allais dire, et qu'il n'y a plus d'opposition pratiquement. Non, mais c'est là l'erreur en fait qu'on fait. Parce qu'à réduire l'opposition par les politiques, c'est totalement faux. Parce que vous avez la société civile qui est le véritable même contre-pouvoir, premier contre-pouvoir. Il y a les syndicats, il n'y a pas que les partis politiques. Donc, chacun doit jouer son rôle. Et puis, moi, je crois Mais en l'absence des partis politiques, qu'est-ce que la société civile peut bien faire? S'il y a Chacun pas doit jouer son rôle. Parce que tous les changements sont venus des partis. La société civile, c'est le véritable levier de contre-pouvoir dans une démocratie. C'est ça qui fait avancer la démocratie. D'accord. D'abord, je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, la réconciliation. Sur la question de la réconciliation, je pense qu'on n'a pas besoin d'être tous au MPP pour se réconcilier. Par exemple, si on se réconcilie, c'est parce qu'on est au moins 2 à avoir des points de vue différents ou bien des situations différentes. Bon, si tout le monde débarque au MPP sous prétexte que c'est pour la réconciliation, je pense que c'est une très grave erreur. Et c'est le deuxième point de vue que j'ai, c'est que, justement, en amenant toutes les contradictions nationales au sein du MPP, au sein de la majorité, je crains que cette majorité n'explose. Parce qu'il y a déjà des problèmes de personnes, d'ego, il y a des problèmes d'intérêt, de lignes au sein de cette majorité-là qui existe déjà. Si tout le monde vient avec ses prétentions à l'intérieur, je suis persuadé qu'à un moment donné, la marmite va exploser. Bon, en ce qui concerne la société civile, je pense que son rôle est toujours entier, c'est-à-dire servir de contre-pouvoir, se battre pied à pied pour les intérêts des travailleurs, pour les intérêts des membres de leurs associations. Et ça peut se faire sans tenir compte. Ça n'a rien à voir avec la réconciliation nationale. Non. La réconciliation nationale, ça ne va pas dire on gomme toutes les différences, on gomme tous les problèmes, on rase tout le monde au même niveau. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont là et que la nation doit résoudre, par lesquels il y a des processus sur lesquels nous entendons pour résoudre ces problèmes-là. D'accord. Non, exactement. Je pense que ce que Zéphérin a déclaré de façon fracassante, c'est ce qui se passe. Il dit que ce n'est pas un arrangement entre acteurs politiques, mais c'est ce qui se passe exactement. Et je pense que c'est pour cela que le MPP a freiné des 2 mains pour ne pas entendre la réconciliation lors du premier mandat de Roch. Parce que l'objectif, c'est tout le monde vient au gâteau, on se prépare pour les élections en vue du scrutin. Maintenant, on a compris. Les gens n'ont rien à perdre, on fait le calcul parce qu'on est dans une situation aussi... une situation assez inédite au Burkina, parce que de par l'histoire du pays, on n'a jamais eu une situation pareille. Vous avez un président en exercice qui ne va plus rebeloter. Les gens se font les calculs, puisqu'on sait que l'opposition, généralement, ce n'est pas sur des principes de gouvernance, ce n'est pas sur des principes de renforcement de l'état de droit, mais c'est comment récupérer l'appareil d'État pour en profiter. Donc on fait les calculs. Qu'est-ce qu'on gagne en s'opposant à Roch-Marc Christian Kaboré qui ne va pas se présenter en 2025? Je pense que c'est toute la question. Parce que si c'est pour s'opposer contre la personne qui n'aura pas de bilan à présenter, qui ne sera pas sur la ligne de départ, donc mieux vaut venir avec lui, profiter de l'appareil d'État, renforcer peut-être son trésor de guerre et puis préparer 2025. Donc je dis tout le monde va venir et après vous allez voir. C'est comme cela. Maintenant sur la société civile, je pense qu'il ne faut pas être naïf. La société civile ne tombe pas du ciel. C'est généralement des tentacules, c'est des satellites. Que ce soit la société civile, les associations, chaque parti politique a sa société civile, a son association. Et on l'a vu, quand le MPP a eu le pouvoir en 2015, vous avez entendu, il y a certains qui ont disparu, des organismes de la société civile. Des gens sont devenus des conseillers municipaux après, au nom du parti politique. Donc il ne faut pas se faire de l'illusion. L'UPC aussi avait peut-être sa société civile, avait aussi peut-être ses associations. Le fait de rallier, tout cela c'est fini. La NAFA, c'est pareil, on ne va plus entendre quelque chose. Et c'est ça qui est dommage, effectivement, et c'est là que je rejoins Lengani pour dire, si on croit que la réconciliation, tout le monde doit retrouver le MPP, bon, franchement, ça serait un gâchis et ça serait vraiment très dommage. Merci à vous. On va terminer ce plateau avec notre dernier sujet. Il s'agit du rapport 2018-2019 de l'ASE-LC, rapport qui a été remis donc au chef de l'État. On peut lire à l'intérieur qu'en 2019, 350 rapports des inspections techniques des services ont été donc déposés au niveau de l'ASE. L'ASE s'est auto-saisie sur les cas de salaire indu, des cas de perception indue de salaire d'agents publics en abandon de poste. 10 personnalités de l'État, 2 ministres et 8 députés n'ont pas déclaré n'ont pas fait de déclaration d'intérêt et de patrimoine. Et puis, il y a des dépenses irrégulières aussi.
au niveau des comptes de dépôt. Ça concerne des ministères comme la sécurité, l'intégration régionale et bien sûr le ministère de la culture. Alors, vous avez bien suivi tous ces rapports. La question, est-ce que l'ASE, par ce rapport, l'ASE a fait mieux que par le passé? Est-ce qu'il y a des choses qui montrent que la lutte contre la corruption est mieux assurée, la mission est bien conduite par l'ASE? À mon avis, je dis non. Parce que quand on prend le rapport 2018 qui a mis en évidence le décret portant sur les procédures d'entente directe, la dette intérieure et les bois administratifs, il y a des irrégularités qui ont été toujours relevées. De même que le rapport 2019 aussi, il y a toujours des irrégularités qui ont été toujours relevées. La question que je me pose, chaque fois, c'est les mêmes recommandations que cette structure-là fait. Est-ce que ces recommandations ont un écho favorable sur le terrain? Je dis non. Et on se rappelle en 2015, lorsque le contrôleur général d'État avait souhaité que que les conseils de discipline puissent être opérationnalisés dans les ministères pour rendre le processus de sanction plus visible. Mais jusqu'à présent, sur le terrain, c'est le même refrain, c'est les mêmes recommandations. À tel enseigne qu'on se pose, est-ce que le Burkina n'est pas le champion des rapports chaque année pour embellir les tiroirs? Sur le terrain, on ne voit pas qu'il y a une amélioration, même si dans ces rapports, on note qu'il y a une légère baisse des irrégularités par rapport aux années précédentes, c'est toujours le même problème. Donc on se demande à quoi réellement servent ces rapports. Est-ce que c'est pour les tiroirs ou bien c'est pour respecter la tradition? Voilà, c'est ce que je me pose. En fait. Est-ce que quand même, quand la RCE dit par exemple que pour ces 10 personnalités, il y a des mises en demeure qui sont par exemple en cours. Oui. Ça, c'est ça. La RCE s'est auto-saisie également pour les questions des salaires. Oui, M. Loukman, ça, on peut noter que c'est une satisfaction. Mais est-ce que sur le terrain, par exemple, les conseils de discipline qu'on doit mettre en œuvre dans les ministères, est-ce que c'est visible? Il y a tous des ministères qu'on a relevés des illégalités. Qu'est-ce qui a été fait? Vous avez par exemple parlé du ministère de la Sécurité ici, des Burkinabés de l'étranger et du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui a été fait dans ces ministères-là pour interpeller des gens, les mettre devant les faits accomplis et prendre des sanctions? Jusqu'à présent, à mon avis, non, on n'a rien vu venir. Et chaque année, c'est les mêmes choses qu'on répète. Évariste, concevez? Non, moi je dirais qu'une structure comme, comment dirait la LCE, si cette structure n'existait pas, il aurait fallu donc alors la créer. Parce que le fait même que cette structure existe, je pense que c'est quelque chose de bien. Parce que, vous savez, dans le principe du contrôle, ça dissuade et ça décourage. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, c'est vrai que je note quand même qu'il y a des baisses. Par exemple, sur la gestion par exemple, du carburant, il y a eu une amélioration. Je sais aussi que sur les dépenses aussi régulières, quand on regarde, il y a des baisses. C'est des indicateurs qui montrent quand même qu'ils travaillent. Et en plus, là où encore, moi, parce que c'est un peu mon domaine aussi, dans le privé, où je suis très content, c'est parce que je sens qu'ils ont répertorié un certain nombre de problèmes. Maintenant, ces problèmes-là doivent faire l'objet maintenant de traitement. C'est ça. Ils savent où se trouvent les problèmes. Et ça, c'est très important. Oui, et une fois que ces problèmes sont identifiés, mais maintenant, la lenteur, je sais. Vous savez, l'administration, c'est une machine très, très lourde pour faire bouger les choses. Pour faire même une simple petite réforme, ce n'est pas assez simple. Parce que vous devez le faire avec toutes les parties prenantes. Et ça prend du temps, je comprends, mais pour moi, en tout cas, ils sont sur la bonne voie. Et je ne... Mais souvent aussi, quand on regarde, on a l'impression que le rapport de la SE, c'est des lamentations, c'est pleurnicher. Parce que quand on dit par exemple que, y a 8 ministres qui n'ont pas fait ceci ou cela, il y a 10 personnalités, et donc on est en train de faire ça. Pourquoi dans un rapport on vient dire ce qu'on est en train de faire, au lieu de venir dire voilà ce qu'on a fait? Ça, ce sont les méthodes, les procédures des audits, que ce soit des audits internes ou externes, vous mettez le doigt sur les dysfonctionnements. Maintenant, vous devez faire un chronogramme maintenant pour les traiter, c'est ça que je dis. Maintenant, si c'était dans le privé, ça serait fait. Hein, parce que si c'est un rapport d'audit qui s'est fait dans une société privée, une fois qu'on a recensé ces privés, au bout de 6 mois, c'est réglé. Mais le problème, c'est compliqué parce que vous avez affaire à une administration. Et il y a une lourdeur qui fait que ça prend du temps. Mais déjà, c'est quand même une bonne chose que les problèmes, les dysfonctionnements aient été identifiés. Ah oui. Maintenant, là, c'est le temps, c'est le timing maintenant qui pose problème.
Mais est-ce que chaque année, si on relève ces mêmes dysfonctionnements et il n'y a pas d'évolution? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'évolution? On vous dit que, par exemple, que sur Par la exemple, gestion des carburants, qui est un point très important, il y a eu quand même une baisse amélioration. de- Mais ça veut dire baisse. qu'il y a eu des actions en Oui, amont. mais il y a toujours ces irrégularités. Oui, mais bon. Donc c'est compliqué, quelque Bon, part. c'est vrai, mais ils vont y arriver quand même, je pense. Tiana, Serge, sur la question, les gens trouvent que, par exemple, la SE, comparé à la SE par le passé, qui est devenue LC, de lutte contre la corruption aujourd'hui, ne fait pas trop sa mission parce qu'elle a la capacité aujourd'hui de poursuivre les personnes et tout, mais jusque-là, on ne voit pas des poursuites. Les gens s'attendaient à voir quand même la SE un peu plus offensive. Non, c'est vrai qu'avec la loi qui a été votée sous la transition en novembre 2015, on s'attendait en tout cas à mieux et je pense que même les observateurs nationaux et internationaux étaient unanimes pour dire que c'était une loi révolutionnaire en matière de lutte contre la corruption votée sous la transition. Je pense que ce qui se passe actuellement, moi j'ai envie de dire que c'est une perte de temps et d'énergie et d'argent tout simplement parce que la SE, elle même a besoin peut-être d'un rapport même sur l'institution. Parce que je crois la structure... Et sur son fonctionnement? Oui, sur son fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, l'ASE, elle est dans une insécurité juridique, sinon dans l'illégalité totale. Parce que la loi qui a été votée en 2015 a prévu qu'après promulgation en fait, de cette loi, l'ASE, elle a 1 an pour réformer, en fait, parce qu'il y a tout un ensemble de textes qu'il faut prendre, en fait, et réorganiser, en fait, la structure. Et l'ASE, elle se disposait d'1 an pour pouvoir régler toute cette question-là. Donc, depuis 2017, en fait, le délai est passé. Donc, on a cette situation. Et du reste, vous avez entendu Luc Marie Ibrika, qui est publiquement à plusieurs reprises, qui s'est prononcé sur ça. Il y a le Conseil d'orientation, normalement, qui est l'instance supérieure, qui est chargé de donner les orientations, justement, et procéder au recrutement du contrôleur général d'État, pour pouvoir, qui a demander des audiences et obtenir des audiences auprès du Premier ministre et du chef de l'État pour que les décrets en fait, d'application sur la réorganisation en fait, de l'ASE-LCE, sur le statut du contrôleur d'État, sur en fait, le concours de recrutement, parce que la place de Ibriga, normalement, on doit faire en fait, un appel à candidature pour un recrutement. Tout cela, ce n'est pas fait. Et je pense que c'est une situation qui met la situation et qui met la SELCE dans une situation d'insécurité. Et aujourd'hui, je me demande tout ce que la structure fait, si c'est dans la légalité, parce que il a de grosses... la structure ne pourrait pas poursuivre peut-être... Mais c'est toute la question, parce que si vous montez sur la base de cette institution qui est dans une illégalité, un avocat même médiocre, il fait tomber tous ces rapports-là, tout simplement, parce que ça ne sert pas. Parce que tout simplement... mais est-ce que le politique ne peut pas s'en servir? C'est ce que j'allais évoquer tout simplement, c'est la question... Moi, j'allais dire c'est une question de manque de volonté, tout simplement, parce que même le Conseil d'orientation a obtenu, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre et le président du FASO, il y a eu des engagements qui ont été pris pour signer les décrets. Est-ce que des décrets qui ont été proposés, il reste qu'à signer? Qu'est-ce qui empêche de signer? Donc, depuis 2017, la structure de Ibriga, et je pense qu'à plusieurs reprises, dans certaines indiscrétions, on évoque le départ de Ibriga parce qu'il n'en peut plus. Lui-même, il est dépassé par les événements, en fait, tout simplement. Donc, on produit le rapport. Je me demande la légalité de ce rapport-là. Il faudrait un autre rapport sur la SE. Bien sûr, parce que sur cette base, si vous montez un rapport, je vous assure, et on poursuit quelqu'un sur ces rapports, vous allez voir, les avocats vont attaquer, en fait, tout ce qui a été fait. Pour terminer sur le sujet. Je m'engouffre dans la porte laissée baignante par Oulon pour dire que moi, je m'attendais, parce qu'effectivement, beaucoup de rumeurs ont circulé sur l'avenir que Ibriga lui-même se donnait à la tête de cette institution. Parce que, selon ce que j'ai appris, il trouvait qu'effectivement, il n'était pas suivi dans ses efforts d'assainissement. Mais moi, je crois que quand c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Faire comme M. Bassorma qui veut démissionner avec fracas la fonction publique pour pouvoir jouer son rôle de manière plus efficace. Mais il démissionne. Il démissionne. Effectivement, la structure aujourd'hui est dans l'illégalité totale. Vous qui êtes le gendarme, vous êtes même dans l'illégalité. C'est compliqué. Et ça, je dis, bon, il appartient à Ibriga, effectivement, de donner un véritable coup de pied dans la fourmilière. Comme l'a dit Évariste, il y a des efforts qui sont faits. Parce que tous ces rapports-là, mais on ne s'assoit pas dans sa chambre et puis les écrire. C'est du boulot que les gens se tapent. Et quelquefois même, à ne pas dormir.
à veiller pour sortir ce petit rapport-là. C'est un véritable travail de fourmi qui est fait. Et qui, au bout du compte, va dormir dans les tiroirs. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Dans les tiroirs, c'est lié peut-être à la question, de l'irrégularité ou de l'illégalité. Non, en fait, aujourd'hui, c'est la volonté politique. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat. Parce que si le conseil d'orientation de l'ASC-LCE, à l'issue d'audience avec le Premier ministre et le président du FASO, depuis 2019, les gens ont pris des engagements qui vont signer ces décrets. Il me semble qu'en 2020, ils ont signé un ou deux décrets. Mais l'essentiel des décrets, ça n'enlève en rien sur le fait que la LCE est dans une sorte d'illégalité. Et aujourd'hui encore, par exemple, le secrétaire général, Siribier, qui était là-bas et qui jouait le rôle en quelque sorte de contrôleur général adjoint, est parti à la retraite. Il y a un intérimaire. Mais on ne peut pas recruter le contrôleur général d'État. Parce que les textes prévoient que ça soit par recrutement. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, l'institution même, en fait... on reste dans une situation voilà, c'est compliqué. Et même sur les déclarations que vous avez évoquées, normalement, les textes prévoient effectivement, au bout d'un mois, si un ministre ou un député ne fait pas, c'est dit, on fait une sommation, et vous ne répondez pas, on commence à couper, à faire des retenues sur vos salaires. Mais les politiques ne veulent pas ça, parce que si la SE était dans ça, c'est sûr qu'on allait procéder. Donc eux-mêmes, ils ne veulent pas donner le fouet avec lequel on va les fouetter. On va les fouetter. C'est vrai qu'il y a la volonté politique qui est, mais il ne faut pas aussi oublier quand même les lourdeurs administratives, hein, parce que je rassure que c'est une machine qui est très lourde. Hein, Monsieur Conservo, juste des décrets. Les décrets ont été proposés. Mais c'est facile à dire. Mais vous savez comment est-ce que depuis... Non, moi je suis d'accord, hein, mais il faut être dans le système pour comprendre comment ça marche. Si vous avez même, attendez, au niveau même des régies, quand vous avez des factures à faire payer autres, souvent les procédures et tout, c'est pas aussi simple, c'est lourd. Donc c'est vrai, mais ne fait-ce que la volonté, on est quand même... Bon, moi je n'irai pas quand même jusqu'à dire que la LCE exerce dans l'illégalité. Bon, je n'irai pas. Je pense qu'on doit parfaire les projets de réforme, c'est sûr. Mais maintenant, par exemple, un des points qu'il faut mettre à l'actif de la fameuse loi CNT, c'est l'augmentation du nombre de dénonciations. Vous savez quand même que ça, au courant 2018, il y a eu des dossiers qui, sur la base des dénonciations où la justice même a actionné. Je ne vais pas citer des noms ici et tout, mais quand même, ça bouge. C'est déjà quand même quelque chose. Donc, non, on ne peut pas nier. Oui. En fait, je vais insister sur quelque chose. Ce n'est pas une opinion de ma personne, ce n'est pas un commentaire, c'est un fait. L'ASE est dans une situation d'insécurité. Et je dis, les premiers responsables, je pense que ceux qui nous regardent peuvent vérifier. Le contrôleur d'État lui-même, Ibrega lui-même, à plusieurs reprises, a eu à faire des sorties médiatiques. Mais il a évoqué. Oui, mais il a évoqué. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Si on dit de signer, si c'est le président du FASO qui doit signer le décret. Non, donc la question de l'insécurité, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une opinion de ma personne. Insécurité ou illégalité? C'est la même chose. Dans tous les cas, c'est la même chose. Parce que je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, les textes sur lesquels la LCE fonctionne n'existent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de base légale qui leur permet de faire, etc. Donc même tout ce qu'on a, les dépenses irrégulières, les questions de consommation de carburant, vous poursuivez quelqu'un, je vous dis, vous allez voir les avocats, ils vont contester. La SE, la SE mène sa mission sur des bases qui ne sont pas légales. C'est ce que cela vous dit simplement. Mais est-ce que quelque part, je veux simplement dire que est-ce que tout ce qui a été fait ici, quand on dit qu'il y a des ministres, certainement le rapport va sortir le nom de ces ministres, les personnalités, qui peuvent être sommées politiquement de régler ça. Est-ce que quand même quelque part, en attendant peut-être qu'il y ait la forme qu'il faut, est-ce que la SE n'apporte pas un plus dans le cadre des dénonciations? Aujourd'hui, tout le monde sait où il faut dénoncer. Souvent, on voit dans les médias et autres, les gens interpellent, les citoyens interpellent la SE. Est-ce que ça, déjà, c'est pas, du point de vue institutionnel, dans le cadre de la lutte? C'est sûr, hein, on a même la peur du gendarme. Le gendarme est là, la SE existe. Mais moi, c'est le ressenti même au niveau des populations, du citoyen lambda que je suis. Comment est-ce que je ressens l'action de la lutte contre la corruption dans ce pays-là? Je dis, mais c'est grave, c'est la catastrophe. Parce que les cas emblématiques qu'on a connus, mais ça s'est terminé en eau de boudin. C'est-à-dire les cas emblématiques. Oui, on a entendu parler. On a vu des châteaux qui ont émergé à Manga. On a accusé des ministres, on les a enfermés après. On a dit non, qui sont innocents. On a vu l'affaire du maire de Ouagadougou, des magistrats qu'on a accusés de vouloir corrompre le maire, etc. Après, on a dit qu'ils n'ont rien fait. Mais est-ce que aussi l'ASE n'est pas souvent victime d'un procès
d'opinion, par Non, exemple. en fait, ce n'est pas seulement la LCE, c'est même l'ensemble des structures. C'est même la société en elle-même, comment est-ce qu'elle se comporte vis-à-vis de ces cas de corruption. Et la justice qui, in fine, doit en fait terminer le travail des enquêteurs, etc., ben, elle est absente. Elle est innocente, effectivement. C'est comme on dit, les citoyens lambda disent, quand tu attrapes ton voleur, tu l'amènes à la police, mais 2 jours plus tard, le même voleur vient te dire, mais méfie-toi, hein, maintenant je vais avoir affaire à ta femme. En fait, c'est ça aussi la réalité. Est-ce que la justice va effectivement dans le sens de permettre à ce que les enquêtes qui sont faites, à ce que les dénonciations qui sont faites puissent aboutir? Parce que si ça n'aboutit pas à des sanctions, mais ce n'est pas la peine. Donc je dis que à ce niveau, la SE n'est pas cela. Parce que la SE est peut-être victime aussi d'une perception que... C'est comme l'a dit Oulon, s'il n'y a pas cette volonté politique d'accompagner cette structure à aller au bout de son travail et pour que les résultats soient visibles sur le terrain, mais on va toujours patauger. Et c'est comme ça. Et à un certain moment, on n'aura plus cette confiance qu'on avait à cette structure. Et déjà, quand tu écoutes au niveau de certaines classes, il y a des gens qui disent que c'est une coquille vide. C'est une boîte qui ne peut pas faire peur à beaucoup de gens. Aussi certes, même qui font un travail. Le sentiment que certains ont aussi, c'est que la SE semble donner l'impression qu'elle fait du 2 poids 2 mesures. Il y a des dossiers, comme les gars disaient, il y a des fois on pense que la SE va aller là, on ne la voit pas là-bas, et pour d'autres cas, on la voit là-bas, etc. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un sentiment que... Non, mais tout ça, c'est parce que le fait qu'ils n'ont pas eu peut-être... tout l'arsenal juridique qui les permet d'aller peut-être dans ce sens. Parce que comme l'a dit Cher, si réellement vous-même vous travaillez dans l'illégalité, vous ne pouvez pas pousser les gens à être... D'accord, merci. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Ouedraogo Ousmane, qui appelle de Banfora, qui voudrait donc évoquer l'assassinat du prêtre. Oui, M. Ouedraogo? Oui, allô. Allez-y pour votre intervention. Non, c'était juste pour donner une autre information par rapport à l'assassinat du prêtre. Attendez un instant, parce qu'on a des problèmes de... Oui, allô. Monsieur Drago? Oui. Vous êtes à Banfora ou vous êtes de Banfora? Non, bon, je suis pas de Banfora, mais je suis à Banfora. Vous êtes à Banfora? Oui. D'accord, allez-y. Voilà, c'était par rapport à l'assassinat du prêtre, là, pour dire que ce n'est pas une première. Okay. Courant le mois de décembre, dans la même zone de Toumousséni, 3 ou 4 corps d'orpailleurs ont été retrouvés. Okay. Enterrés à la hâte. Il y a un qui a pu, après sortir de sa tombe, il a eu à faire des témoignages. Malheureusement, la presse n'a pas fait d'écho. Donc, je souhaiterais si les journalistes d'investigation peuvent passer dans la zone de Toumousséni pour bien prendre des renseignements par rapport à ce problème-là. Ce n'est pas une première. Ça, c'est courant décembre, tout dernièrement. Je ne sais pas si vous êtes informé de ce problème-là. Allô? Oui, allez-y. Vous faites votre témoignage. Allez-y. Voilà, donc moi, je voulais solliciter les journalistes d'investigation de passer, prendre des informations. D'accord. Oui. Merci, monsieur Ouedraogo. Ça, c'est décembre tout dernièrement. Ok, d'accord. Merci bien, monsieur. À tous les Merci. D'accord. On continue c'est pas une première, il dit que c'est récurrent. Donc ça veut dire que c'est un nouveau foyer d'insécurité qui est en train de se développer dans une autre zone qui, jusqu'à preuve du contraire, quand même, était relativement un peu... Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ça se généralise. C'est maintenant qu'il faut agir, en fait. Là, c'est ce que dit le monsieur, c'est quand même grave. Oui. Parce que si en décembre, il y a eu 3 cas d'agression de ce type-là pratiquement, on n'a pas besoin forcément que ce soit les journalistes d'investigation qui aient sur le terrain, mais on a besoin d'une information des populations pour leur dire effectivement il y a un risque qui est là. Donc à partir de cet instant-là, voilà comment il faut se comporter. Je pense que ce travail-là, ce n'est pas à nous les journalistes de le faire, mais les forces de sécurité, etc., on se devoir là d'éduquer les populations sur les risques qu'il y a et les comportements qu'il faut éviter. Et si ça va être fait, il m'étonnerait que le presse le tout seul. Et même là aussi, il ne faut pas forcément être heureux qu'il n'ait pas été seul. Hein.
Bon, peut-être si c'était 2, 3, c'est tous les 2, 3 D'accord. qui se Alors, passent. monsieur, on prend notre second téléspectateur. Monsieur Badolo Célestin, lui, il voudrait intervenir sur le rapport ASE. Allô? Oui, allô, monsieur Badolo. Oui. Ouais, allez-y pour votre intervention. Voilà, merci et félicitations à Presse Eco pour l'effort maintenu et soutenu dans l'analyse des politiques. Alors, moi, mon propos sur enfin, j'avais un petit point de vue sur l'ASE. D'accord, Je allez-y. suis tout à fait d'accord avec les deux qui sont à bouche du journaliste présentateur Lukman. D'accord. C'est une question de l'audace administrative et une question de volonté politique. Mais par contre, ce que ceux à droite disent sont un fait. Le caractère illégal de l'ASE et l'illicéité de certains de ces faits ou non-faits ne sont pas une opinion de X ou de Y. Ce sont des faits établis. Un simple exemple. Monsieur Badolo, Oui. pour que le public puisse mieux saisir, c'est le caractère illégal de quoi? De l'ASE ou des actions de l'ASE? Qu'est-ce qui est illégal? Est-ce que c'est l'ASE même qui est illégal? Donc tout à fait, il y a des textes qui sont établis, il y a des textes qui sont pris pour établir certains, pour permettre à l'ASE de poser certains actes. Si les textes qui contiennent l'état de réformer l'ASE, l'ASE ne passe pas à cette réforme, ça veut dire que l'état actuel de l'ASE n'est pas conforme à ce que les textes veulent que soit, le législateur veut que l'ASE soit. Du coup, l'ASE agit en tant que qui? En tant que son ancienne forme, qui est forclose du moins par les nouveaux textes, ça pose un problème. Un simple exemple, dans le temps, on dit que le secrétaire général lui-même est nommé pour 5 ans. Ça fait 6 ans que le professeur Marius Ibriga est là. Ça fait 6 ans qu'il est là. Alors finalement, c'est quoi exactement? Alors qu'on demande aux populations, aux citoyens lambda de pouvoir interpeller la SCE. D'accord. Mais quand les populations, les citoyens lambda interpellent la SCE, quel retour la SCE fait de cette interpellation? Moi, je me rappelle certains articles assez lourds quand même qui sont passés à la presse en interpellant la SCE, mais il n'y a pas eu de suite. d'accord. Vous voyez? Alors, moi, je veux bien comprendre que c'est une question de volonté qui puisse propulser l'organisation, mais je veux également que l'organisation elle-même tienne pour faire cause concrètement certains textes, et si on ne peut pas, qu'on laisse le plancher, ça contraindra l'autorité politique et l'administration, c'est à l'autorité et l'autorité politique d'agir pour donner les moyens concrets à l'intérieur d'agir, de fonctionner. Merci, M. Badolo. Merci pour votre intervention. Oui, Évariste. C'est vrai qu'il faut quand même faire un distinguo, parce que pour moi, c'est peut-être l'ALSE est en chantier et c'est un projet de réforme. Il y a des actes qui doivent être pris et ces actes-là ne sont pas encore pris. Mais parce que comme ces actes ne sont pas encore pris, il y a des actions que l'ALSE ne mène pas. Parce qu'ils ont bien dit que, notamment au niveau même des ministères, les inspections de services, on devait nommer des auditeurs internes. Ça n'a pas été fait, donc c'est en l'état. Mais maintenant, quand on me dit, par exemple, que dans les textes disent que le mandat du professeur, c'est 5 ans et qu'il a dépassé, mais moi, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il faut appliquer les textes. Si on n'applique pas les textes, est-ce qu'on peut venir dire que, moi, je ne sais pas, le problème se trouve à quel niveau? Et ça, on revient donc à la signature. Non, en fait, juste ce qu'on veut faire comprendre, pour l'ASE, le principe, on n'est pas contre l'institution. On veut dire tout simplement que les politiques n'ont pas créé les conditions. Parce que quand la loi a été votée, il y a eu un délai d'1 an pour régulariser cette situation. À propos du mandat du contrôleur d'État, justement. Oui, très rapidement. Effectivement, en fait, puisque aujourd'hui, on ne peut pas procéder au remplacement parce que la loi dit qu'il faut procéder par appel à candidature. Or, on n'a pas signé le décret d'application. Quelle loi on applique alors? Mais c'est ça justement. Mais puisque l'ancienne loi a été abrogée, le délai d'1 an abroge en fait l'ancienne institution. Merci bien. Merci. La structure, on prend notre dernier téléspectateur, Ilvoudou François Lamoussa, qui veut intervenir sur l'assassinat de l'abbé Rodrigue Sanou. Oui, le curé. Je reviens sur le sujet pour dire que quand j'entends sur le plateau que les gens disent qu'il faut qu'on s'occupe de la question, il y a une carte qui était sortie qui disait que tout le Burkina est encerclé et qu'il reste seulement le centre qui n'est pas pris. Les politiciens ont fait de la communication pour dire le contraire. Moi, je pense que vous étant journaliste,
vous devez travailler à donner plus de visibilité à la population. Parce que si on s'en tient à la communication du gouvernement, le jour où on va communiquer réellement, c'est quand ils vont prendre Ouagadougou. Parce que ce qui m'a dit dans cette histoire, c'est qu'on a fait croire à la population que c'est la première attaque. Pourtant, on avait des informations qu'il y avait des nids dans cette... C'est quand maintenant l'armée internationale vient nous donner l'information que selon les autorités burkinabées, ils avaient déjà repéré des nids là-bas. Vous voyez, donc moi, j'interpelle nos journalistes à aider la population à comprendre la situation au lieu de compter sur la communication du gouvernement, parce que le gouvernement ne va jamais dire la vérité de la situation dont nous vivons actuellement. Alors que c'est des gens qui en meurent inutilement. Sincèrement, je suis révolté contre cette situation et contre aussi le silence qui parle aussi des journalistes qui doivent faire un travail réellement pour nous, puisqu'eux, ils sont pour nous. Monsieur Lamoussa, qu'est-ce que les journalistes peuvent si les populations ne donnent pas les informations? Non, les populations donnent. Par exemple, ce que le monsieur vient de donner, il a donné son nom et son prénom, il a donné l'information sur le péril de sa vie. Parce que tout le monde écoute. Mais est-ce que si des journalistes qui sont sur le terrain, ils font des travaux d'enquête, ils vont mieux nous suivre sur la situation nationale par rapport à ce que le gouvernement fait comme communication inutile qui est en train d'empoisonner et d'endormir le peuple pour la vie à l'abattoir. C'est ça, au fait, qui me fait mal dans cette histoire. Merci et bonne journée. Merci. Les journalistes sont là. Hein. Il faut aller à Banfora pour enquêter et puis dire ce qui se passe. Mais c'est qui soulève ce problème de l'information, la vraie information. Parce qu'il faut donner les informations aux citoyens sur les zones assez dangereuses. Parce que ça permet au moins de sauver des vies. D'accord. Je pense que sur ce plateau, on l'a dit, il ne faut pas se faire d'illusions. On dit que c'est l'ensemble du pays et c'est le nouveau visage de l'insécurité. C'est tout comme toute la situation. Je pense d'ailleurs que quand, il ne faut pas se voiler la face. Quand, par exemple, il faut que les gens se mettent dans leur tête, ce n'est pas une affaire de Sahel, du Nord, c'est l'ensemble du pays. Ce sont les 374 000 km². Et ici, je pense sur le plateau, à plusieurs reprises, on l'a répété, ça peut arriver à tout moment et n'importe où. Et je pense que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Okay. Je pense aussi que il faut qu'on sache quand même que l'information est encadrée. Tout le monde a suivi les lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas rester à Ouagadougou, un coup de fil, il y a eu tel nombre de morts ici, et puis qu'on l'écrive. Oui. Donc il faut au moins que cela soit vérifié, recoupé au niveau des forces de sécurité, etc., pour que l'information soit vraie. Donc dans tout ça, il peut arriver que dans le cas du traitement aussi, il y ait quelque part de la rétention qui ne permettent pas. Mais déjà ici, en ouvrant le téléphone, que quelqu'un puisse parler, c'est aussi la façon des médias de donner l'information. Alors, merci à vous. On est au terme de cette émission. Je voudrais donc vous présenter cette œuvre, une première. Donc, merci à Adama Ouedraogo Didamis qui permet à Presse Eco d'en parler pour la première fois. Le livre est titré « Le chemin de croix d'un prisonnier politique », le chemin de croix d'un prisonnier politique, préfacé par le bâtonnier Mamadou Sawadogo. C'est une œuvre de Adama Ouedraogo Didamis, journaliste bien connu, directeur de publication de Le Dossier, donc en ce moment incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, dans le cadre bien sûr du procès du putsch manqué de 2015. Donc il vient de publier cet ouvrage-là qui coûte 5 000 francs, donc pour le trouver dans les surfaces à partir de demain, lundi. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On vous donne rendez-vous. J'étais donc avec Issoufou Ouedraogo. Issoufou Ouedraogo est journaliste. Maintenant, on rappelle... InfoH24.info. InfoH24.info. 24.fr. D'accord, on va s'habituer à ce nouveau nom-là. Merci d'être venu sur ce plateau. Lengani Isaka, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être passé sur ce plateau. Et puis à la droite de Lengani, Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'Événement. Événement, donc, qui est un journal, un bimensuel d'investigation. Également, directeur de la radio. Non, pas du tout. Ah, mais je suis plutôt essayiste. Essayiste, d'accord. Et puis, un dernier invité, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et aussi premier porte-parole du Forum Alternative des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour notre numéro de Presse Eco, si Dieu le veut.